c'est déjà une surprise. C'est une surprise, je vais expliquer pourquoi. Tout simplement, pour nous journalistes, il n'y a qu'un seul journaliste qui a sorti l'information. Il s'appelle Matt Lowe, je le connais bien, il travaille au Daily Telegraph. Et quand un seul journaliste de la presse anglaise sort une info comme ça, c'est quelque part, c'est une grosse surprise. C'est que les autres s'y attendaient pas, c'est que les autres n'avaient pas l'information. Donc c'est quelque part à Chelsea, il y a eu débat. Même si c'était un peu dans l'air du temps, le club a pris contact avec des possibles successeurs depuis maintenant quelques mois. Ouais. Donc forcément, c'était dans l'air du temps parce que c'est Chelsea. Mais c'est une surprise parce que voilà, on est dans une saison encore une fois exceptionnelle, que Lampard se fait virer 18 mois seulement après sa nomination, 6 mois seulement après avoir placé le club à la 4e place du championnat, en finale de la FA Cup. Et tout ça sans le moindre recrutement et en ayant perdu le meilleur joueur du club des 5-6 dernières saisons, qui était Eden Hazard. Donc il sortait d'une saison assez exceptionnelle et voilà, et le club, privé de recrutement, a voulu rattraper un peu son retard. On s'est aperçu de toute façon qu'ils ont recruté 250 millions d'euros, 5, 6, 7, 8 nouvelles têtes. On s'aperçoit toujours que quand les clubs recrutent, dépensent énormément sur un seul mercato, forcément derrière c'est très compliqué. On l'avait vu avec Fulham en 2018-2019, on l'avait vu que Aston Villa la saison passée, ils avaient beaucoup recruté, plus de 100 millions et ils étaient passés tout près du coup près. Et on le voit encore cette saison avec Chelsea. C'est un peu comme si tu fais un puzzle, que tu arrives à la moitié de ton puzzle et qu'on te dit bah tiens, voilà un autre sac de nouvelles pièces, il faut que tu les intègres. Et ben forcément, ça remet tout en cause et tu prends un retard fou. Et quelque part, Chelsea a voulu grandir trop vite. Bâtir une équipe compétitive, c'est un processus qui est long. Il suffit de le regarder avec Jürgen Klopp à Liverpool. Il a fait 8e lors de sa première saison avec Liverpool, 4e lors de la 2e, 4e lors de la 3e. Donc voilà, on ne construit pas un empire en quelques mois. Et là, quelque part, Chelsea a perdu du temps. Ils sont presque revenus en arrière par rapport à ce qu'ils avaient fait la saison passée. Et que je trouve que c'est assez sévère. Si on avait pris les mêmes décisions par exemple avec Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, et pas si longtemps que ça, il y a un mois et demi, beaucoup réclamaient sa tête. United serait peut-être pas en tête du championnat aujourd'hui. Donc voilà, moi je trouve que... Après, quelque part, c'est la loi de Chelsea, c'est la loi de Roman Abramovich. Il suffit de regarder dans le rétroviseur. Ça va être le 15e entraîneur. Thomas Tuchel va être le 15e entraîneur en 18 ans sous l'ère Abramovich. C'est-à-dire que la durée de vie d'un entraîneur à Chelsea est à peu près de 14 mois. C'est terrible. Et c'est une loi que connaît évidemment Frank Lampard, qui a passé 13 ou 14 ans à Chelsea comme joueur et entraîneur. Donc forcément, il était au courant de ce qui pouvait se passer. Après, ça n'enlève pas tous les problèmes qu'il y avait à Chelsea, et notamment les problèmes de Lampard. Je pense d'abord à sa manière de gérer l'effectif. On l'a vu avec Olivier Giroud, qui était trop facilement écarté et il n'y avait pas assez de rotation dans les attaquants. On a vu des joueurs disparaître presque du 11 comme Azpilicueta. Il y a aussi un peu de, je trouve, de la naïveté tactique, mais ça c'est aussi les défauts d'un jeune entraîneur qui avait passé une seule saison à Derby County. On l'a vu lors du dernier match par exemple à Leicester en championnat, où il a un milieu beaucoup trop joueur pour aller jouer à Leicester, qui est une équipe de contre absolument magnifique. Et là, évidemment, Lampard a commis des erreurs. Il y a aussi des problèmes face aux équipes, face aux rivaux, face aux équipes du top 7, puisqu'on peut intégrer Leicester maintenant. Ils n'ont pris que 2 points en 6 matchs. Ils sont derniers de ce mini-classement du top 7, avec Leicester, par exemple, qui a 13 points. Donc là, il y a un fossé qui s'est creusé et qui n'est pas normal. Mais quelque part, Chelsea a un peu succombé à la nouvelle mode de ces clubs qui vont chercher des anciens de la maison. On a eu Zidane au Real Madrid, on a eu Solskjaer à Manchester United, on a eu Arteta à Arsenal, Pirlo à la Juve, avec des succès relatifs. Et quelque part, voilà, Chelsea a voulu faire la même chose avec Lampard. Abramovich a voulu aussi acheter un peu la paix sociale avec les supporters après l'épisode Maurizio Sarri où ça s'était très mal passé. Donc voilà, maintenant la question s'était posée dès le début, est-ce que Lampard était taillé pour ce poste? C'était peut-être trop tôt pour lui, mais moi je continue de penser que quand tu prends ce genre de risque, il faut aussi lui donner le temps de travailler, de construire, de bâtir, de grandir avec ce club. Mais on le sait, c'est pas la règle à Chelsea. À Chelsea, tu gagnes le titre. Si tu n'as pas gagné le titre au bout de 2 ans, tu sautes. C'était la même loi avec Mourinho, avec Carlo Ancelotti. Donc finalement, il n'y a pas de surprise. C'est une demi-surprise finalement.
Ouais, c'est aberrant et nombreuses sont les personnes, hein, dans les différents médias, notamment sur Twitter, à s'être, entre guillemets, offusquées par rapport à cette nouvelle. On laisse plus Mais oui, parce que c'est un peu la théorie du court terme à tout va, quoi. Mmh. On a Bien sûr. l'impression qu'on peut plus construire aujourd'hui dans le football et que si tu n'as pas de résultat au bout d'un an, il faut changer d'entraîneur. On l'a vu aussi au PSG, hein, c'est notamment les clubs qui ont beaucoup d'argent, qui ont cette gâchette un peu facile. Et moi, je trouve que c'est une erreur. Et voilà, et je trouve qu'on est dans un monde, et notamment dans cette saison qui est quand même très particulière, il n'y a pas eu de préparation d'avant-saison, qui a été encore plus préjudiciable pour les clubs qui ont beaucoup recruté, comme Chelsea, où Ouais. il fallait le temps de se préparer, de mettre des automatismes dans ce collectif. Et voilà, et je trouve que D'ailleurs, c'est une saison où il y a très peu de limogeage, hein. C'est presque une saison record de ce point de vue-là. Mais voilà, il y a un peu d'injustice, et aussi parce que Lampard a un statut de légende à Chelsea, donc ça a vachement touché les supporters. Alors, il y a deux questions dans cette Ouais. question. La première, j'ai envie de parler de Pogba parce qu'effectivement, c'est une petite renaissance. Quelque part, c'est ce qui a fait aussi le sel de la carrière de Pogba, qui fait de haut et de bas. Faut se souvenir quand Mourinho avait été limogé de United, il y avait une espèce d'appel d'air, de bouffée d'oxygène pour le vestiaire de United, et à l'image de Pogba qui avait été exceptionnel. Et c'est sans doute sa meilleure période au moment de l'après-Mourinho et des débuts de Solskjaer. Là aujourd'hui, c'est marrant parce que ça correspond aux déclarations de son agent Mino Raiola le 7 décembre, quand il avait déclaré que l'histoire était finie entre Pogba et United, que Pogba Ouais. n'était pas heureux à Manchester et qu'il allait partir à la fin de la saison. Et depuis ce moment-là, et ça c'est vraiment à mettre au crédit de Ole Gunnar Solskjaer, c'est une de ses principales forces, je trouve, le man management, la gestion des hommes, du vestiaire. Pogba est réapparu dans le 11 et surtout il était performant. Il a débuté 10 des 14 matchs de Manchester United, 7 des 9 dernières journées de championnat. Il a 2 buts et une passe décisive lors des 4 dernières journées. C'est lui qui arrache la victoire à Burnley, qui permet à United de passer leader. Mmh. C'est lui qui est également décisif à Fulham. Donc c'est quand même les 2 derniers succès mancuniens. Il arrache le ballon sur le premier but lors du match de Cup face à Liverpool à Old Trafford. Donc voilà, on a retrouvé un Pogba impliqué, un Pogba décisif, influent, et à la fois discipliné dans le sens où il joue sur un côté, il joue soit à droite, soit à gauche du milieu de terrain. Donc il accepte aussi ce nouveau rôle pour le bien du collectif. Et puis voilà, il n'y a pas de secret quand tu amènes des individualités, quand tu as déjà un Rashford qui est brillant, un Bruno Fernandes qui est sur un nuage, que tu as Pogba qui se rajoute à tout ça, un McTominay, Fred au milieu de terrain, bah forcément l'équipe progresse et elle est plus forte. Et on a bien vu dans ce match contre Liverpool que la profondeur de banc, la richesse de l'effectif de United va être un poids énorme dans cette saison où il y a beaucoup de pépins, beaucoup de blessures. Pour l'instant, ils ont été épargnés. Et voilà. Et moi, ce que j'aime dans ce que fait Solskjaer, c'est que c'est difficile à défendre, hein. C'est une idée vraiment difficile à défendre, notamment sur les réseaux sociaux. C'est qu'il construit pour l'avenir et aussi un peu pour le présent. Et ça se voit en fait dans la progression de ses joueurs. Ça se voit évidemment donc avec Pogba. Ça se voit par exemple avec un joueur comme Luke Shaw. Je trouve que c'est le plus bel exemple. Luke Shaw, il était à la cave complet. Ouais. Quand on voit la gestion de Luke Shaw par José Mourinho, c'était une catastrophe. Il n'arrêtait pas de le bousculer, de le descendre, d'entailler un peu sa confiance. Et on voit quand ce garçon est en pleine confiance, même s'il y a eu l'arrivée d'Alex Telles qui devait être un concurrent, qui lui a d'ailleurs peut-être fait du bien, mais c'est un joueur qui a des qualités et il fait un match époustouflant contre Liverpool. On voit bien que ce côté gauche d'ailleurs, où il y a Rashford et Luke Shaw, et le côté fort de United, il y a un joueur comme Cavani aussi qui est en train de s'imposer petit à petit dans cette équipe et presque maintenant le choix numéro 1 au poste d'avant-centre. Ouais. Et tout ça, c'est quand même à mettre au crédit de Solskjaer. Je suis d'accord, Solskjaer et pas Guardiola. Solskjaer, c'est pas Jürgen Klopp, on est d'accord, mais Solskjaer construit avec des vraies valeurs, d'humilité, de travail, de caractère. Et c'est une équipe voilà, qui est en train de monter doucement en puissance. Je continue de penser qu'United, je pense qu'ils ne seront pas champions. Je ne pense pas qu'ils aient toutes les qualités pour être champions. Il y a encore des petits défauts par-ci par-là. Ils sont encore en phase de reconstruction. Et je pense qu'une équipe comme Manchester City est un cran au-dessus, et même Liverpool, quand Liverpool sera passé au-dessus de cette hécatombe de blessures,
ils reviendront à un niveau qui sera un peu supérieur à celui de United. Mais aussi, on le voit dans les performances contre les gros, on voit qu'United progresse. Voilà, contre Liverpool, ils font 0-0 à Anfield, Ouais. sans avoir été trop mis en danger, et ils s'imposent contre Liverpool en Cup à Old Trafford. Donc c'est quand même les signes de progrès et que United avance dans le bon sens. Et heureusement qu'on n'a pas écouté les entraîneurs de la toile qui voulaient absolument virer Solskjaer. Les ayatollahs prétendus de la twittosphère. À cela, on peut rajouter également que Manchester United est un club qui performe particulièrement à l'extérieur, puisqu'il y a eu 10 matchs à l'extérieur pour 26 points, donc on est quand même à 2,6 points par match à l'extérieur. À domicile, ils ont encore de la marge. On est sur du 14 points en 9 matchs. Donc en plus, ils ont cette petite Oui, marge mais de parce qu'ils ont eu progression. vraiment une entame catastrophique en début de saison à domicile. Effectivement, ils sont aussi plombés par tout ça. Oui. Et surtout, on s'aperçoit que malgré cette entame catastrophique, ils sont aujourd'hui leaders. Alors, peut-être pas pour longtemps parce que City a un match en retard, mais ça permet aussi de relativiser un peu les choses, qu'on est aussi dans une saison exceptionnelle Ouais. et que United profite aussi des trous d'air des autres équipes. Faut être honnête là-dessus. Le niveau d'United, il est entre la 2e et la 4e place, on va dire. Bah tu l'as dit, c'est un diesel cette saison. City, c'est un diesel et ils ont eu beaucoup de temps. Ils ont pris beaucoup de temps pour se mettre en route. On peut penser que par exemple, un club comme ça, qui est basé beaucoup sur les circuits de passe, les automatismes, l'absence de préparation était préjudiciable. Ils sont en train de retrouver petit à petit l'étincelle de leur jeu, de ce qu'on connaissait de Guardiola. On a vu qu'un joueur comme Kevin De Bruyne était très influent. Il a porté un peu cette équipe sur la première partie de saison. Et depuis quelques temps, on voit ressurgir des individualités comme Phil Foden, comme Gundogan, qui est très bon en ce moment. Bernardo Silva, qui a marqué un but hyper important contre Aston Villa en toute fin de match, 79e minute de jeu. Et ça s'est vu d'ailleurs, je trouve, dans la joie exprimée par Bernardo Silva, mais aussi par ses coéquipiers. C'était peut-être un tournant de la saison de City, ce match, d'arracher ce succès contre une équipe qui est de valeur. Et voilà, et ça leur permet d'envisager la première place en cas de victoire sur leur match en retard. Donc au final, avec tous les problèmes qu'ils ont eu en début de saison, avec ce match en retard aussi qu'ils ont un peu plombé, caché dans le classement, et ben ils sont là finalement. Ils ne sont pas au niveau des 2-3 dernières saisons, mais ils sont à niveau très haut par rapport au peloton de tête. Et puis voilà, et moi je continue de penser que c'est une équipe qui est un peu plus défensive, une équipe de Guardiola qui est un peu plus défensive que d'habitude. C'est une équipe qui est moins déséquilibrée, il y a un peu plus d'équilibre. Ça se trouve un peu, ça se voit dans la charnière centrale. Stone Diaz qui apporte vraiment une sécurité défensive. Ouais. Il y a des montées sur les côtés qui sont un peu moins déséquilibrées. Maintenant, il y a des questions. Quel va être l'effet, par exemple, de la blessure, de l'absence de Kevin De Bruyne? On parle de 4 à 6 semaines d'absence. C'est quand même le grand dépositaire du jeu. Il va falloir que d'autres individus se montrent. Je pense à Riyad Mahrez, qui est un peu moins présent ces derniers temps. Et puis l'autre question, elle est énorme. C'est est-ce qu'on va retrouver Kun Agüero? Il a manqué quasiment la première moitié de saison. Aujourd'hui, si on rajoutait la dizaine de buts attendus d'Agüero sur la première partie de saison, City serait largement en tête, je pense. Ouais. Donc voilà, si City arrive à retrouver Agüero, et l'Agüero qu'on connaît, je pense que City sera champion. Clairement, c'est le grand perdant. Ils viennent de traverser un mois épouvantable qui englobe évidemment les fêtes. C'est le grand perdant de ces fêtes. On ne sait pas s'ils ont perdu le titre, comme le disait Ferguson, durant ces fêtes. Mais en tout cas, ils ont pris un retard. Une seule victoire en 7 matchs. Ce n'est pas arrivé souvent à Jürgen Klopp. Et puis surtout, quand on regarde les adversaires qui ont fait du mal à Liverpool, qui ont pris des points à Liverpool, ce n'est pas des monstres. C'est Fulham, c'est Burnley, c'est West Bromwich, c'est Newcastle, donc des équipes du bas de tableau. Southampton également. C'est des équipes qui sont capables de bien défendre, regrouper devant leur but. Et c'est des problèmes qu'on avait déjà vus à Liverpool la saison passée. Il y avait un déficit de créativité face à ces blocs regroupés. Et c'est un peu pour ça que Klopp a été allé chercher Thiago Alcantara et un attaquant supplémentaire comme Diogo Jota. Je trouve qu'il y a encore ce déficit de créativité. On s'en remet un peu trop à des centres, notamment des latéraux, ou à ce trio offensif qui marche un peu moins bien.
Même si on a vu des belles choses, je trouve. Moi, il y a eu un peu de réveil contre United à Old Trafford en Cup. Ouais. Et c'est ce qui me fait penser que Liverpool peut-être est en train de se redresser un tout petit peu. Mais voilà, c'est aussi un peu les limites du système D de Jürgen Klopp et de Liverpool. Il y a eu tellement de blessures, une hécatombe de blessures depuis le début de saison qu'à un moment donné, il fallait les payer. Et quand tu alignes Fabinho en défense centrale, c'est très bien, il est sûr, franchement. Mais le problème, c'est que tu n'as plus personne pour protéger le back four, la défense. Et on a bien vu que Thiago Alcantara est très bon avec le ballon, mais beaucoup moins sans le ballon. Il ne sent pas le danger. On a vu que Rhys Williams, qui était aligné à côté de Fabinho en défense centrale, il n'y a pas de mystère, c'est le 7e choix en défense centrale de Jürgen Klopp. Donc ça prouve bien qu'il n'a pas le niveau, qu'il n'est pas encore taillé physiquement pour la Première Ligue. Donc ça, forcément, tu le payes. Et puis voilà, ça, quelque part, ça sanctionne un peu le club de Liverpool de ne pas avoir recruté un joueur en janvier, notamment, je pense, un défenseur central. Il faut rappeler que sur les 4 qu'ils avaient en tout début de saison, ils ont perdu Dejan Lovren qui a été transféré. Ils ont perdu Van Dijk et Gomez sur blessure. Et puis Matip qui est blessé presque, j'allais dire, un match sur 2. Ouais. Donc c'est-à-dire que tes 4 défenseurs centraux sont sur le carreau. Quelle équipe aurait pu honnêtement subvenir à toutes ces absences sans avoir un trou d'air énorme? Tout le monde aurait souffert. Et quelque part, j'ai presque envie de dire que Liverpool est pas si loin finalement. Ils sont qu'à 6 points de la tête et on sait que Liverpool est capable de faire une série de succès et de remonter assez rapidement. Et on le sait parce qu'ils sont aussi très forts face aux autres gros. On l'a vu sur la première partie de saison et c'est la séquence qui va bientôt arriver avec des matchs importants face aux rivaux. Donc ils sont capables aussi de grignoter des points face à leurs concurrents. Mais maintenant, il va falloir qu'ils solutionnent quelques problèmes. Offensivement, par exemple, ils ont un seul but marqué sur les 5 dernières journées. Il y avait besoin de ce vent de fraîcheur. Et ce vent de fraîcheur, il était symbolisé par Jota, qui était étincelant avant sa blessure, qui apportait aussi de la concurrence. Il a bousculé un peu la hiérarchie du trio offensif, qui du coup devait se remuer un peu. Et voilà, si Jota revient dans les semaines à venir, je pense qu'on va retrouver un Liverpool conquérant et un Liverpool qui sera dans la course au titre. En effet, comme tu l'as très bien résumé, malgré tous les événements négatifs, c'est une très très grosse machine. Il n'y a nul doute que dans le sprint final, elle sera au rendez-vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Liverpool va relever la tête et jouer la gagne. Jouer la gagne contre qui? On verra. Est-ce que ce sera contre Manchester United? Est-ce que ce sera contre Man City? Sans oublier bien évidemment Leicester qui est toujours là. Écoute Bruno, merci pour toutes ces lumières. Très clair comme d'habitude. Et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao.